Troisième et dernière partie de présidentielle 2017, merci d'être avec nous. Nous parlons désormais des deux favoris de cette élection, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Des titres d'articles et des déclarations nous ont interpellés. Regardez plutôt. Le Monde, Emmanuel Macron incarne le populisme d'en haut. La Tribune, Emmanuel Macron ou le populisme d'extrême centre. Le Figaro, Macron ou le stade suprême du populisme. Des déclarations d'hommes et de femmes politiques, comme Jean-François Copé, qui a récemment dénoncé sur Europe 1 le populisme mondain d'Emmanuel Macron, ou bien la secrétaire d'État chargée des personnes âgées, Pascale Boitard, qui prévient « Ceux qui rallient Macron font le jeu du populisme ». Alors tous ces journalistes et ces personnalités affirment ceci par rapport à la définition qu'on se fait de nos jours du populisme, à savoir que le mot populiste servirait à dénoncer les démagogues, les démagogues qui mobilisent le peuple par des promesses électoralistes correspondant à ce que le peuple veut entendre, c'est-à-dire des propositions qui seraient davantage des tactiques que des convictions. Alors si on s'en tient à cette définition-là, Macron et Le Pen sont donc populistes. Mais la question est de savoir, plutôt, lequel des deux candidats est le plus populiste, Maxime? Ah bah pour moi, évidemment, c'est Macron. Ça répond directement à la définition que vous avez donnée. Pourquoi? Parce que c'est ce que dit Le Monde d'ailleurs, le populisme qui vient d'en haut. C'est d'ailleurs un livre qui résume assez bien la technique utilisée en ce moment par Emmanuel Macron, qui est la méthode, on va dire, le populisme occidental, à l'occidental, le populisme à la Kennedy. Autrement dit, le fait d'être filmé constamment, le fait de se mettre devant les médias, de donner des propositions qui sont un peu de droite, un peu de gauche, un peu d'extrême droite par moment, il faut vraiment chercher, mais on peut en retrouver, ou d'extrême gauche, c'est-à-dire plaire à tout le monde. C'est d'ailleurs ce qu'avait révélé les derniers débats où il était d'accord avec Fillon, avec Hamon, avec Mélenchon sur certains sujets. Mais surtout, ce qui est intéressant dans le sarkozysme d'Olivier Duhamel et Michel Field, c'est que on se retrouve avec l'explication de cette technique médiatique, le fait déroulé en fait pendant l'élection de 2007 de Nicolas Sarkozy, et que en fait les deux auteurs expliquent que nous avions donc dans les années 60 Kennedy, dans les années 90 nous avons eu Tony Blair en Angleterre, puis et surtout avant avec Bill Clinton, qui montrait par exemple qu'il savait jouer du saxo, qu'il savait jouer aussi, qu'il savait faire le jogging devant les caméras et devant les télés. Donc tout ça a un point essentiel au niveau de la médiatisation et du populisme, et Nicolas Sarkozy s'en était extrêmement servi. Et c'est d'ailleurs une théorie que reprennent les deux auteurs, celle d'Otto Kirchheimer, qui parle donc du fameux catch-all party, autrement dit le parti qui attrape tout, la théorie du Tupperware, autrement dit on prend le tout dans tous les partis, toutes les idéologies, etc. On vous en fait un milli-mélo, on vous sort avec un produit qu'on appelle un produit fini, nouveau, etc. Alors que finalement on se rend compte qu'on fait du neuf avec du vieux. Donc finalement la tactique médiatique, politico-médiatique d'Emmanuel Macron, c'est la plus populiste. Il essaie d'attraper, ça se voit, on voit le ralliement... Un peu partout. Exactement, du centre droit, un peu de droite, alors pas de la droite forte, on voit aussi un peu du PS, avec le fameux Manuel Valls qui a rejoint Emmanuel Macron. Ouais. Donc il y a, dans ce côté-là, on voit que Emmanuel Macron essaie de rapprocher dans son mouvement En Marche, qui n'est pas un parti pour moi, dans son mouvement absolument tout le monde, pour créer ce qu'on appelle la troisième voie, qui est complètement absurde et qui n'a jamais existé en politique, et certainement pas dans un milieu politique comme celui de la France. Joéline, est-ce pour vous Macron ou Marine Le Pen? Ah non, alors pour moi, la plus populiste, c'est bel et bien Marine Le Pen. Alors, je ne conteste pas qu'Emmanuel Macron puisse être populiste sous bien des aspects, comme vient de le démontrer Maxime, mais pour moi, la plus populiste des deux reste Marine Le Pen. Et pour le prouver, je vais amender un peu votre définition du populisme, enfin celle que vous avez donnée tout à l'heure, car pour moi, elle est incomplète. Vous avez oublié un élément très important, et pour moi même l'élément principal du populisme, qui est de vouloir opérer une véritable coupure verticale entre d'une part le peuple, le bas peuple même j'oserais dire, et de l'autre les élites financières, médiatiques, judiciaires, qui agiraient contre les intérêts fondamentaux du peuple. Oui, c'est le fameux système. Exactement, Julien, le fameux système. On pense par exemple à BFM TV, qu'elle accuse de rouler pour Emmanuel Macron, qu'elle fait siffler dans chacun de ses meetings. On pense à la justice, qu'elle accuse d'être biaisée, refusant de se présenter à ses convocations devant les juges, faisant jouer son immunité parlementaire dès qu'elle le peut, et même défendant François Fillon lorsque l'affaire Pénélope éclate, qualifiant celle-ci de boule puante et refusant de la considérer et de la commenter. Donc c'est bien
Marine Le Pen, pour moi, qui est la plus populiste des deux, même si Emmanuel Macron correspond tout à fait au cas du démagogue sur le plan programmatique, avec un peu de droite, un peu de gauche, comme l'a évoqué Maxime. Cependant, lui se garde bien d'attaques contre le système, là où Marine Le Pen les multiplie et met en lumière le passé de banquier de son adversaire pour le lier d'une certaine manière à cette élite médiatico-judiciaire, faisant acte, pour moi, de ce qui est le populisme. Alors la deuxième question que beaucoup se posent par rapport à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen, c'est que si l'un ou l'autre est élu, bien sûr la fameuse question, quelle majorité pourra-t-il ou pourra-t-elle avoir? On sait qu'à chaque fois qu'il y a eu une législative dans la foulée de la présidentielle, et encore davantage depuis 2002 et la mise en place du quinquennat, les législatives confortent le président en place en lui donnant une majorité. Alors avec cette donnée, Emmanuel Macron, cette donnée-là la connaît, puisqu'il affirme même « la majorité sera obtenue grâce à la cohérence dont les Français ont toujours fait preuve ». Si c'est notre projet qui est choisi à la présidentielle, donc, il ne fait pas de doute que les Français iront jusqu'au bout de leur choix et nous donneront les moyens de l'appliquer. Donc on va aller plus loin dans la question et on va se demander, aujourd'hui, à part peut-être François Fillon, les candidats doivent-ils carrément intégrer à leur tactique de campagne la possibilité d'une cohabitation une fois élus? Ou bien ne doivent-ils pas l'intégrer, Joëline? Et Julien, dans le cas des deux candidats que vous évoquez, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, la question des législatives et de la future majorité est de première importance. En effet, comme vous l'avez dit au début, nous sommes dans une élection présidentielle sans précédent, où pour la première fois, les deux candidats qui se détachent ne sont pas issus des deux partis traditionnels et n'ont donc pas de base à l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'au jour d'aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a aucun député sous la bannière de son mouvement En Marche, là où Marine Le Pen ne compte que 2 députés, Gilbert Collard et Marion Maréchal Le Pen. Donc on est bien loin des 299 parlementaires nécessaires pour pouvoir gouverner la France. Puisque, je le rappelle, celui ou celle qui gouverne effectivement la France, c'est la personne qui est capable de disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas toujours, nous le savons bien, celle qui est à l'Élysée. Donc, dans le cas d'Emmanuel Macron, passer de 0 à 289 députés n'est pas chose aisée, Julien, puisque, comme je l'ai dit, il n'a aucun député en place, même s'il va pouvoir compter sur quelques ralliements à la marge de l'aile droite du Parti Socialiste ou de l'aile centriste des Républicains, il a tout à faire à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron. Et ces candidats, on ne les connaît pas encore, ils n'ont pas encore été annoncés, mais pour la plupart d'entre eux, ils vont être des candidats inconnus du grand public, tout comme il l'était lui il y a 3 ans, parachutés pour la plupart d'entre eux dans des circonscriptions dans lesquelles ils n'ont jamais mis les pieds, où ils vont devoir faire face à des candidats sortants des partis traditionnels, réélus depuis 20 ou 30 ans et extrêmement bien implantés auprès des électeurs locaux. Donc, il pourra évidemment gagner les circonscriptions les plus modérées, qui bénéficient activement de la mondialisation, mais dans les territoires plus en recul, beaucoup plus ruraux et où la mondialisation a fait beaucoup plus de dégâts que de choses positives, il sera bien difficile pour Emmanuel Macron de faire élire ses candidats. Donc, il ferait bien d'inclure dans sa campagne l'idée d'une possible cohabitation, alors que jusqu'à maintenant, comme vous l'avez dit, il semble le réfuter. De plus, la majorité qu'il essaye de bâtir est pour moi une coalition en soi. Je vous rappelle, messieurs, que ses soutiens vont de Robert Rue à Alain Madelin. Donc, de Robert Rue à Alain Madelin, il risque d'y avoir des problèmes de cohérence à un moment donné. Le Parti Socialiste et la majorité de Manuel Valls s'est déchiré sur la loi travail, avec 56 députés socialistes signant une motion de censure contre le gouvernement Valls. Donc il est fort à parier qu'il pourrait arriver la même chose si Emmanuel Macron gouverne avec des soutiens allant de Robert Rue à Alain Madelin. Alors que la majorité de Manuel Valls était bien moins hétéroclite. Exactement. Alors, Maxime, c'est vrai ce que vous dites, Joëline, et puis on peut rajouter que c'est là toute l'ambiguïté en fin de compte de Emmanuel Macron, parce que si on analyse les choses, lui, est-ce qu'il veut vraiment avoir un parti majoritaire, en tout cas au mouvement En Marche? Est-ce que ça va être le parti qui va gagner les législatives dans son esprit? Je ne pense pas, lui, dans son optique, c'est ce que je vous disais, la troisième voie, le fait d'avoir une coalition plutôt qu'une majorité. On peut rajouter que la moitié qu'il a décidé de présenter, c'est la moitié de personnes qui viennent du civil. Alors c'est très large. La société civile. Voilà, la fameuse société. Le problème, c'est de savoir,
mais qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va être un ouvrier? Est-ce que ça va être une petite ménagère? Est-ce que ça va être un cadre? Ça peut être un cadre aussi, oui. Évidemment, à mon avis, il privilégiera plus les cadres que les ouvriers et les ménagères, et par exemple les étudiants aussi. Il y en aura peut-être un minimum, mais en tout cas, je ne pense pas que ça aura une majorité. Et ce qu'on peut dire sur ces têtes qui reviennent, par exemple, qui ont rejoint le mouvement En Marche, il l'a dit, normalement, s'il est cohérent dans ce qu'il dit, s'il respecte ses propositions et ses promesses, il l'a bien dit, comme quoi il ne prendrait aucune tête qui l'ont rejoint, qui viennent du Parti Socialiste ou du Parti Communiste, et qu'il les présenterait aux législatives. Donc, normalement, par exemple, on peut penser à Patrick Allemand à Nice, qui faisait partie de l'opposition et qui a toujours sa carte, il faut savoir. Ça aussi, c'est une autre ambiguïté de ceux qui ont rejoint le mouvement En Marche. Certains sont encore au Parti Socialiste. Oui. Exactement. Et la question se pose, faut-il licencier, les dégrader, etc. ou faut-il les garder? Il y en a plein d'autres, hein. Il y a Barbara Pompili, on peut en citer plein qui sont encore au PS. Exactement. Et donc le souci se pose, c'est, malgré que, bon, imaginons Allemand se présente sous le mouvement En Marche. Bon, ok, la seule chose, c'est que ça sera toujours Patrick Allemand. C'est pas parce que vous présentez sous une autre étiquette que ça va changer votre personne, ça va changer vos idées. Il s'est battu pendant des années avec des idées socialistes. Je pense pas qu'il se battra avec des idées beaucoup plus, on va dire, libérales, cadres, etc. Donc, toute l'ambiguïté, c'est là toute l'ambiguïté d'Emmanuel Macron, et surtout pour la législative à venir. Donc la majorité présidentielle, ça ne peut peut-être pas exister. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'il ne va pas présenter donc les candidats justement sous En Marche, mais sous majorité présidentielle. Voilà. Et je ne pense pas, à mon avis, bon après c'est à mon échelle, mais je ne pense pas que Emmanuel Macron aura une majorité au Parlement. Et c'est là tout le problème qui se pose. Si on va élire Emmanuel Macron, y aura-t-il une coalition, donc une majorité on va dire stable, voilà, entre socialistes, communistes, républicains, etc. Ou est-ce qu'on aura une cohabitation avec, cette fois-ci, les républicains, François Bayrou, encore une fois, comme Premier ministre, et Emmanuel Macron comme président de la République? Ça, c'est une autre histoire. Alors notre bonus à présent sur les petits candidats, voici leurs noms et voici leurs idées. On va passer très vite, mais il faut tout de même en parler. Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France, candidat souverainiste. Jean Lassalle, issu d'une famille de bergers, député depuis 15 ans, qui a pour particularité de défendre les territoires ruraux et une écologie humaniste. Jacques Cheminade, déjà candidat en 1995 et en 2012, dans le cheval de bataille et la lutte contre ce qu'il appelle le chantage des mégabanques. Nathalie Arthaud, candidate de Lutte ouvrière, Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste, et François Asselineau, inconnu du grand public avant cette élection présidentielle, qui dit non à l'Union européenne et non au néolibéralisme économique. Alors, est-ce qu'il est utile d'avoir des petits candidats comme eux dans l'élection présidentielle? Joévine. Alors, pour moi, l'utilité principale des petits candidats, comme on aime à les appeler, c'est d'incarner une autre voie, une forme de protestation par rapport au système en place. Je m'explique. Nous sommes en France dans un système électoral où le vote blanc n'est pas ou très peu compté, mis en valeur, mis en lumière. Donc, une manière de protester contre les candidats traditionnels issus des grands partis, c'est non pas de s'abstenir ou de voter blanc, mais de reporter son suffrage sur un plus petit candidat pour montrer qu'il existe une autre voie que les 5 ou 6 candidats principaux que l'on cherche à nous imposer. Et l'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est celui de Nicolas Dupont-Aignan. Pourquoi ? On l'a dit dans notre première vidéo, les soutiens de François Fillon se font de plus en plus rares depuis l'affaire Pénélope. Il a énormément chuté dans les enquêtes d'opinion à la suite du papier du Canard enchaîné. Et on peut supposer qu'une partie de son électorat, qui reste un électorat de droite, traditionnaliste, mais un peu dégoûté, j'ose le dire, par les affaires d'enrichissement personnel qui ternissent la campagne de François Fillon, pourrait se reporter sur Nicolas Dupont-Aignan, qui est un candidat dont les idées sont différentes évidemment de celles de François Fillon, mais proches sur certains points, ou en tout cas il se trouve dans la même famille politique, celle de la droite, et ces électeurs-là, une partie de ces électeurs pourraient se reporter sur Nicolas Dupont-Aignan pour protester contre le scandale qui éclabousse François Fillon. Très bien, mais alors pensez-vous que l'un d'entre eux, l'un de ces petits candidats, peut se démarquer à la veille du premier tour? Il faut se rappeler que par exemple si on prend Asselineau, le candidat à l'élection présidentielle, certes il est peut-être extrémiste, enfin anti-européen en tout cas,
Mais il faut pas oublier que la surprise, elle a été créée, ça fait 10 ans qu'il se présente, et c'est la première où il réussit à avoir les 500 parrainages. Et c'est pas n'importe quoi, ces 500 parrainages, parce que c'est la France profonde, dont vous décriviez tout à l'heure, qui a donné ces parrainages à François Asselineau. Pourquoi? Parce que eh bien, les grands candidats, le PS, les Républicains, appellent les petites communes de 24-50 habitants en leur disant bon ben je suis du Républicain. Ce sont tous des élus sans étiquette. Voilà, et exactement, la plupart du temps ce sont des élus sans étiquette. Donc un grand parti qui les appelle en disant bon ben je suis des Républicains, donnez-nous votre parrainage pour l'élection présidentielle, bon, ça les fait bien rire parce que ça prouve qu'on ne s'intéresse pas à eux. Alors que Asselineau ou même Jean Lassalle ont envoyé leur équipe, alors Jean Lassalle il s'est carrément déplacé, mais en tout cas Asselineau a envoyé son équipe se déplacer, aller rencontrer, à la rencontre plutôt, des différents maires sans étiquette, des différents élus sans étiquette qui leur ont donné leur parrainage. Moi je crois beaucoup plus à une surprise de Nicolas Dupont-Aignan qu'à une surprise de François Asselineau. Merci Joévine et Maxime, voilà c'est la fin de ce numéro de Présidentielle 2017. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous faire des commentaires. Je remercie également notre rédacteur en chef Louis-Georges et vous dis donc à bientôt, j'espère.